Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir au sein de l'Université catholique de l'Ouest, évidemment, pour la présentation des projets de fin d'études des étudiants de la mineure journalisme multimédia et réseaux sociaux. Il s'agit ici ce soir de la 2e édition et je vous l'annonce d'ores et déjà, c'est une édition très prometteuse. Alors, ces réalisations viennent consacrer 3 années de formation. 3 années de formation évidemment dédiées au journalisme, à la maîtrise des outils d'infographie, de web design, de data journalisme, de techniques d'écriture multimédia, journalistique et également de data journalisme. Ce soir, ce sont donc 4 groupes, dont l'un avec porteur de projet, la Dalle Angevine, et 3 groupes de création, le Masque de l'Emploi, Matchup et Bendo, qui vont présenter leur contenu devant vous ce soir. Des réalisations qui ont pris forme au fil des mois, pratiquement 5 mois de travail, qui ont donné quelques suées cérébrales aux étudiants, mais également aux encadrants, et surtout qui ont nécessité, ces réalisations, un travail sans relâche de recherche d'informations, de terrain, d'enquête, menée avec beaucoup de passion, je dois le dire, et d'engagement par nos étudiants. Je voudrais donc leur dire ce soir à tous ma très grande fierté d'avoir mené à terme ce travail extrêmement dense. Je tiens à saluer et à remercier la présence de M. Dominique Vermersch, le recteur de l'université, de Mme Sophie Roche, notre doyenne de la faculté des humanités, des étudiants également de L1 et de L2 de la mineure journalisme. C'est bien, ça va leur permettre d'anticiper respectivement à 1 an, 2 ans, ce qui leur attend. Également, je tiens à remercier les membres du jury de professionnels qui ont accepté d'évaluer nos étudiants. Clotilde Leguévaquès, qui est JRI, présentatrice Angers Télévision. Clémentine Mercier, journaliste web et adjoint au chef d'édition du Maine-et-Loire Ouest France. Benoît Robert, journaliste à Ouest France. Et enfin, Didier Maisto, PDG de Fiducial Média et président de Sud Radio. Je remercie également les membres invités, sans lesquels ces projets, évidemment, n'auraient pas abouti. Je pense à Sébastien Rochard et Tiffaine Crézé pour leur workshop très apprécié sur l'angle journalistique et les techniques d'interview. Cécile Guillard pour son implication, on peut le dire, en immersion au CAV sur les vidéos de nos étudiants et pas que. Jérémy Chouet qui a évité à nos développeurs de s'arracher les cheveux. Céline Croquenoc pour son accompagnement talentueux aux chartes graphiques. Et enfin, je tiens à remercier l'association de la Dalle Angevine qui nous renouvelle chaque année sa confiance. Je remercie également tous les enseignants de la mineure journalisme. Les interviewés, ils sont nombreux. La présence que je salue aussi des quelques parents qui sont venus ce soir soutenir les étudiants. Donc je vous remercie tous d'être venus en nombre accompagner ce travail. Enfin, je souhaiterais terminer par des remerciements appuyés à Laurent Maupoint et à Estelle Jolivet, mes collègues co-encadrants dans ce projet au long cours. Sans leur enthousiasme, leur implication et évidemment leurs conseils avisés, ces projets n'auraient pas pris forme. Leur dire également qu'au-delà de tout ce qui nous alliait, chaque mardi et mercredi, autour du travail de nos étudiants, ce sont bien leur amitié et leur bienveillance qui m'ont été précieuses. Merci, un grand merci à vous deux. Avant de lancer notre soirée, j'annonce la présence exceptionnelle des membres de notre jury surprise. J'appelle, sous vos applaudissements nourris, les étudiants de la promo 2017-2018, Paul Morène, Victoria Geffard,
Noémie Baudouin, Charlotte Mouillet, Alexandre Halal, Alexandre Hervé, Kama Mbejessi, et enfin Yacine Brouillet. Je rappelle le déroulement de la soirée. Pour chaque groupe, présentation des pitchs de 8 minutes, un medley de 10 minutes des réalisations et 5 minutes de questions et d'échanges avec vous l'aurez compris, membres du jury, notre jury surprise qui n'en est plus une, et notre jury de professionnels. Et à l'issue des présentations, le jury se retirera pour délibérer, restituer leur évaluation. Durant cette délibération qui se tiendra sur 20 minutes chrono, un caout vous sera proposé sous l'égide d'Estelle. J'annonce désormais l'ordre de passage des groupes. Bon. Match-up, Bendo, le masque de l'emploi et la dalle angevine. Je précise simplement que vous pourrez voter. Il y a un vote du public qui est ouvert sous le hashtag journalisme UCO ou UCOOL pour voter pour vos médias préférés. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, chantait Gainsbourg. Les applications de rencontres sont là pour que vous trouviez cet amour d'une vie ou seulement d'une nuit. Vous êtes 16 millions 16 millions de Français à s'être déjà connectés au moins une fois sur un site ou une application de rencontre. 16 millions à avoir swipé tous les profils, à avoir fouillé tous les rayons des applications pour trouver l'âme sœur. Vous êtes le produit de consommation du marché des applications de rencontre. Véritable phénomène de société, c'est là que nous intervenons. Match-up est né pour vous informer sur la consommation de la rencontre. Vous, les jeunes adultes. Mesdemoiselles de 18 à 34 ans, vous êtes 37% à vous être déjà inscrits sur un site ou une application de rencontre. Et vous, messieurs, vous êtes 46%. Match-up est alors allé sur le terrain pour comprendre en quoi les applications de rencontre industrialisent, consomment et simplifient les relations. Alors Match-up n'est pas là pour vous donner des conseils pour draguer ou encore avoir le meilleur profil sur Tinder. Match-up est là pour vous faire découvrir le phénomène de la rencontre en ligne. Mythique, Adopte un mec, Tinder, Grindr, OkCupid, Bumble, Once. Toutes ces applications vous vendent le prince charmant. Elles vous promettent l'âme sœur. Dans un seul objectif, vous consommer. Match-up s'est infiltré dans l'empire de ces applications pour vous dévoiler les dessous de la rencontre en ligne. Alors, stratégie marketing, langage, mise en scène de soi. Narcissisme, usurpation d'identité, dangers et désenchantements. Match-up s'engage dans son contrat de lecture à être factuel et à fournir des sources vérifiées. Connaissez-vous un média n'appartenant pas à une entreprise de la rencontre qui traite exclusivement de ce sujet ? Non. Match-up est le seul. Match-up et son offre journalistique est exclusive. Il est vrai qu'il y a eu énormément d'articles qui ont été écrits à ce sujet. Mais Match-up est le seul média à traiter uniquement de celui-ci. Nous incarnons la génération connectée, celle qui recherche l'amour instantané. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons aborder les entreprises de la rencontre. Nous avons voulu un nom qui soit coloré, dynamique comme notre groupe, et moderne. Clin d'œil au match de Tinder, match-up signifie se correspondre. Et le match traduit la rencontre. Notre logo vous a tapé dans l'œil, c'est l'effet que nous avons cherché.
Nous avons voulu rendre hommage au romantisme par l'avion, mais aussi à ces mots doux qui sont de moins en moins répandus de nos jours. Tandis que la pêche a son côté provocateur, nous le savons tous. Finalement, l'avion rend hommage à cette génération manuscrite. Alors que la pêche parle plus particulièrement aux digital natives, que vous êtes pour certains. 2 visions de l'amour confrontées dans un logo. Alors, Matchup est allé sur le terrain, à la rencontre des professionnels. Parmi eux, Xavier de Bayanx, chargé d'innovation chez Mythic Group, qui est à l'origine du projet Lara, le premier dating chatbot. Mais également Jessica Pidou, doctorante et chercheuse en humanité digitale. Nicolas Schaeffer, journaliste chez Le Parisien, ex-Les Échos Business, qui est l'auteur de l'article « Les astuces des marketeurs de la rencontre en ligne ». Ou encore Ariane Picoche, journaliste et créatrice de ASVSTP, une plateforme transmédia dédiée à l'amour au temps du digital. Mais encore Bertrand Bergier, chercheur en sociologie de l'improbable ayant étudié le phénomène des non-usages. Mais nous nous sommes également infiltrés dans ces applications de rencontres pour tenter de répondre à toutes nos interrogations. Nous sommes allés à la rencontre des utilisateurs. Et ceux-ci nous ont apporté une aide précieuse pour fournir des articles intéressants grâce à leurs connaissances et leurs témoignages. Ce soir, nous les remercions en vous présentant notre média. Matchup.media est le lieu où vous pourrez matcher avec tous nos contenus. Vous pourrez découvrir la promesse éditoriale de notre média. Matchup est aussi sur les réseaux sociaux. Matchup est sur Instagram, le réseau de l'image. La mise en scène de soi sur ce réseau social est finalement tout comme celle qui est présente sur les applications de rencontres. Vous pourrez découvrir des publications visuelles, attractives, sur un ton jeune et dynamique. Enfin bref, tout pour vous donner envie de lire nos articles. Matchup est aussi présente sur Twitter, 280 caractères pour promouvoir nos articles. Interagir avec nos abonnés. Mais également faire de la veille sur toute l'actualité en lien avec la rencontre en ligne. Et nous faire connaître des professionnels de la rencontre et de vous, notre public. Matchup est également présent sur Facebook, le réseau incontournable. Pour rester au courant de nos dernières publications. Mais également pour les partager. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est de pouvoir interagir avec nous via Messenger pour que vous ne ratiez aucune des publications de Matchup. Mais Matchup, c'est avant tout et surtout un travail d'équipe. C'est une aventure qui s'achève ce soir, mais qui nous appartient encore pour longtemps. C'est un travail acharné depuis plusieurs mois pour tenter de vous proposer des contenus variés et intéressants. Matchup, c'est Léa. Mais également Camille, Marie, Claire, Louise, Ophélie, Louise, Ninon, Arnaud, Rodrigue, Wang, Numa, Rant, Solène, Floriane, Clémence Pauline et Isabeau. Je reprends. Une équipe soudée et solidaire. En compromis entre des relations sympathiques mais professionnelles. Et nous sommes fiers de vous présenter nos contenus ce soir. Nous souhaitons remercier toute l'équipe encadrante, Magali, Estelle, Laurent, ainsi que tous les intervenants qui nous ont aidés sur ce projet. Nous souhaitons vous remercier, vous, public, et vous, jury. Nous venons à présent de vous présenter en long et en large notre média. Mais qu'est-ce qu'un média sans contenu ? Celui-ci se distingue en 2 catégories analysant la rencontre en ligne. Une première catégorie nommée du côté des applications et une autre nommée du côté des utilisateurs. Vous vous apprêtez donc à voir tous les différents formats que nous proposons. Reportage vidéo, podcast, scrollytelling, mais également infographie. Nous vous laissons dès à présent matcher avec nos contenus.
Vous avez sûrement déjà entendu parler des agences matrimoniales, mais savez-vous vraiment ce que c'est ? Nous nous sommes donc penchés sur la question et nous sommes allés à la rencontre d'un créateur d'une agence à Nantes, Hubert Henry, fondateur de l'agence Feeling. Cet entretien nous a permis de récolter le maximum d'informations et d'avoir des réponses à nos questions. Ainsi, à travers notre travail, vous pourrez vous aussi les obtenir. Nous avons décidé de réaliser 2 vidéos inspirées de la série Bref. Ce format court, dynamique et drôle nous paraissait le meilleur pour notre média Match-Up. Cette mini-série en 2 épisodes traite donc des agences matrimoniales. Le premier est consacré à l'expérience client, c'est-à-dire comment cela se passe quand on s'inscrit jusqu'au moment de la rencontre. Et le deuxième est consacré aux agences matrimoniales par rapport au site de rencontre. On y découvre quels sont les plus d'une agence. Le tout réalisé en moins de 2 minutes de façon légèrement humoristique pour vous donner envie d'en découvrir plus. Notre objectif n'étant pas de faire l'éloge des agences matrimoniales, mais d'expliquer comment cela fonctionne. Alors tenez-vous prêts, pour vous les agences matrimoniales n'auront plus de secrets. Aujourd'hui, Match-Up te parle de la confiance en soi sur les applications de rencontre. Tu t'es déjà senti sûr de toi après avoir matché sur une appli de rencontre ? Tu as déjà eu du mal à envoyer le premier message ? Tu as déjà mis 1000 ans à choisir tes photos pour ton profil Tinder ? L'équipe Match-Up a enquêté pour toi afin d'en savoir plus sur la confiance en soi et les applications de rencontre. Tout le monde sait que les réseaux sociaux ont une influence directe sur notre confiance en soi. Mais qu'en est-il des applications de rencontre ? Ont-elles aussi un impact sur la confiance en soi ? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Nous sommes donc partis à la rencontre de 3 jeunes qui ont accepté de témoigner à ce sujet. Pour ma part, comme je l'ai dit auparavant, j'ai peu confiance en moi. Je me suis inscrite sur un site uniquement pour répondre à un défi que l'on m'avait lancé et par curiosité. Je pensais par manque de confiance que j'allais vite me désinscrire, que j'allais plutôt me sentir mal à l'aise à utiliser ce type d'application. Et au final, je me suis prise à mon propre jeu. Au début, j'avais un peu honte d'aller sur les applications de rencontres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour moi, c'était un peu le dernier recours de devoir utiliser ça. Puis au final, au bout de 3 semaines, c'était presque un jeu, du coup c'était assez drôle. C'est lorsque, dans mon cas, des garçons viennent matcher ou nous trouvent jolies et nous complimentent. Ça nous fait prendre confiance en soi. On se sent jolie, on se sent apprécié et on se dit qu'on plaît. À travers ce regard professionnel, Olivier Bouchon, psychologue à Angers, nous parle de 2 notions essentielles de la confiance en soi, l'estime de soi et le narcissisme. Les mots qui seraient proches de ça, de confiance en soi, il y en a 2. Un qui est plutôt positif et un qui est plutôt négatif. Celui qui est positif, ça serait estime de soi, donc c'est plutôt ça qu'on emploie. Et celui qui est plutôt négatif, ça serait narcissisme. Nous avons choisi le format podcast car le sujet de la confiance en soi est un sujet personnel et intime. Il est plus facile pour les personnes interviewées de se livrer. C'est aussi un format qui permet aux auditeurs de se sentir plus proches et de plonger, le temps d'un instant, dans l'intimité de ces personnes. Nous avons le plaisir de vous présenter notre article qui est disponible sur notre site matchup.media. En 2018, 73% des Français âgés de 18 à 24 ans ont déjà consulté un site de rencontre. Pourtant, certains résistent encore et toujours à l'envahisseur Tinder. Timide ou encore vieux jeu, dans cette enquête journalistique, Match-Up a décidé d'éclairer les raisons et casser les clichés, afin de comprendre réellement pourquoi ces personnes ne cèdent pas à ce nouvel amour 2.0. Les audios, ajoutés à la forme écrite de l'article, permettent d'apporter le regard d'expert de Jessica Pidou, doctorante chercheuse qui a effectué sa thèse sur l'humanité digitale. J'ai interviewé quelqu'un qui m'a spontanément écrit un message pour me dire en fait, j'en peux plus avec Tinder et ça se finit jamais, ces cartes, les profils justement comme un jeu et que en fait, ils s'arrêtent pas. Et ça, j'ai constaté beaucoup. Ils voient cette addiction, mais ils restent dedans quand même. Cette enquête nous apprend qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certains profils de personnes ne sont pas sur les applications. Comme c'est le cas pour Marion, Fabien, Kenny, Lisa et Zélie, qui nous ont partagé leurs témoignages. Culture du coup d'un soir, superficialité, catfish, peur d'une augmentation des attentes menant à une addiction, ou encore jugement des pairs, mais également convictions religieuses. Les raisons de cette résistance sont d'autant plus multiples qu'il existe d'individus. Pour conclure, Match-Up vous propose d'enrichir le sujet avec les travaux d'Eva Illouz
qui éclaire également la question du non-usage. Connaissez-vous Lara ? Elle vient d'arriver sur le marché de la rencontre. C'est le chatbot de Mythique. Elle vous accueille et vous accompagne lors de votre inscription sur le site. Nous nous sommes interrogés sur les innovations utilisées par les applications de rencontre pour personnaliser l'expérience des utilisateurs. La tendance est au chatbot, intelligence conversationnelle capable de contextualiser les réponses. Nous avons pu interroger le créateur de Lara, Xavier de Beylanx, qui nous a éclairé sur le principe de l'intelligence conversationnelle. C'est un concept tout nouveau pour le monde des applications de rencontre. C'est pourquoi nous avons souhaité demander l'avis de notre public sur cette nouvelle technologie. Nous avons interrogé un panel de 27 personnes de 18 à 30 ans sur leurs appréhensions face à cette machine. Accorde-t-il une confiance aveugle en ce chatbot ? Ce dernier est-il vraiment capable de répondre à la demande de l'utilisateur ? Son fonctionnement reste complexe, et cet article nous a permis de vulgariser ces notions en vous expliquant le rôle de Lara dans la recherche de l'âme sœur des utilisateurs. Nous avons choisi de réaliser une infographie puisque nous voulions innover dans le format proposé. Ce format ludique permet au lecteur d'incarner la personne qui discute avec Lara, pour ainsi mieux comprendre les enjeux de cette dernière. Le scroll permet au lecteur de découvrir le contenu petit à petit pour connaître le dénouement de la conversation. Finalement, nous apprenons dans cet article que Lara est une intelligence conversationnelle capable de vous répondre et de personnaliser la réponse selon la demande. À la différence des autres intelligences comme Siri pour Apple ou Alexa pour Amazon, qui se contentent de rechercher la réponse dans leurs connaissances limitées. Lara n'a aucune limite. Elle est capable de comprendre le langage humain et de le remettre dans le contexte pour mener une conversation naturelle. Elle ouvre le champ des possibles pour l'avenir des services de la rencontre en ligne. Romantisme, toujours le romantisme. Maintenant que je suis en couple, du coup, romantisme, mais avant plutôt cup. Romantisme, j'ai un petit cœur d'artichaut. Rupture frontale, il faut assumer et il faut dire les choses en face. Rupture frontale et ghosting, je trouve que c'est dégueulasse. Ghosting, je lâche un lu et je réponds pas. Tinder, parce que j'ai dû créer un compte dessus pour le projet et j'ai vu des choses plutôt marrantes. Apple, pour régler les beaux gosses autour de moi. Ni l'un ni l'autre. Je préfère les rencontres en vrai. Online, comme ça on peut préparer déjà ses punchlines. Online, je suis plus à l'aise à parler. Drague online. Moi je drague pas dans la rue. Premier pas, parce qu'en général les filles le font pas. Se laisser aborder, on est des filles après tout. Alors les femmes elles ont tendance à se laisser aborder, mais du coup ce serait bien qu'elles prennent un peu le premier pas parfois. J'étais en soirée avec deux copines et elles étaient toutes les deux sur Tinder et en gros elles ont matché le même gars et ce gars leur a envoyé exactement les mêmes messages. Les gens sur Tinder sont plutôt bizarres, par exemple au lieu de te dire bonjour on va te proposer une raclette ou une levrette. En m'inscrivant sur Tinder pour le site Matchup, le premier message que j'ai reçu c'était « Coucou, tu veux voir Kiki ?» Dans les commentaires, il y en a un qui m'a vraiment choquée. Il y en avait plein d'autres. Tu fais pitié, ma pauvre fine, bouffonne, retourne travailler, etc. Ça sert à rien ce que tu fais, etc. Et dans les commentaires, il disait arrête de manger, t'es gros, tu vas encore plus grossir et tout. Tire au diable, crève, va te pendre, ça fera du bien, connasse. T'es grosse, t'es moche, t'es tout, t'es pas parfaite, t'es dégueulasse. J'en passe, mais oh, c'est horrible. Ce que vous venez d'entendre, c'est la raison d'être de nos médias. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est loin d'être discipline de cours de récré. Cette agressivité, elle peut avoir de graves conséquences. Donc aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue sur notre média 100% digital qui vous parle de la méchanceté sur les réseaux sociaux chez les jeunes de 11 à 14 ans, Ben 2. Mais pourquoi parler de cette méchanceté ? Car les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un simple outil de communication génial. C'est aussi le lieu d'un déferlement de haine.
Prenons l'actualité qui a mis le sujet sous lumière avec la Ligue du LOL par exemple. Ce cas de harcèlement en groupe n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des dérives des réseaux sociaux. En septembre dernier, lors de l'élaboration du sujet de notre média, nous avons constaté une part d'ombre sur le sujet. En effet, les jeunes, et en particulier les collégiens, sont sous-représentés. La prévention est là, mais l'information, elle, est pauvre. Alors, nous avons décidé de nous concentrer sur eux. Et on s'est vite rendu compte que Internet, c'est un vrai bendo. Mais qu'est-ce que c'est que le bendo ? Le bendo signifie la cité, la banlieue, un endroit de rassemblement. Un mot beaucoup utilisé par les rappeurs est rendu principalement célèbre par l'interprète Niska. Le bendo évoque la place publique, soit chez les jeunes, les réseaux sociaux. Un endroit où chacun est libre de s'exprimer. Une place... Un endroit où chacun est libre de s'exprimer. Une place controversée qui nous fait à la fois nous sentir chez nous, mais qui est aussi le lieu d'une certaine violence. Le design de logo dévoile une seconde lecture, be and do, de l'anglais, qui signifie être et faire. Car sur les réseaux sociaux, on est à la fois spectateur et acteur. Nous sommes présents à travers nos comptes utilisateurs et nous faisons, à travers nos partages, nos posts, des actions qui directement ou indirectement peuvent venir alimenter cette méchanceté. Cette cible des 11-14 ans est loin d'être la plus facile. Elle est difficile à approcher, difficile à faire parler et surtout difficile à captiver. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'à cet âge-là, il est difficile de se livrer sur ce qu'on fait. La liberté qui leur est accordée sur les réseaux sociaux leur font avoir un comportement qu'ils n'auraient pas en société. Ces comportements sont difficilement avouables. Il y a un réel, on va dire, tabou qui surplombe ce sujet. Enfin, au regard de la loi, c'est une cible dont l'image et la parole est extrêmement protégée. L'accord parental est systématique. Mais pour l'équipe de Bendo, l'enjeu était si important que nous avons décidé de relever le défi. Si nous avons fait aussi le choix de cette cible, c'est parce qu'à cet âge-là, c'est l'entrée dans l'univers des réseaux sociaux. Ils n'ont pas conscience des mots qu'ils utilisent et de l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais Bendo, ce n'est pas seulement pour les collégiens. C'est aussi un réel outil de médiation. Nous avons cette volonté d'ouvrir un dialogue, de créer une discussion. Car ce dont nous nous sommes rendus compte lors de l'élaboration de nos sujets et de la diffusion de ces derniers, c'est le manque d'informations de la part des équipes d'enseignants et des parents sur les plateformes que fréquentent les enfants au quotidien. Parce que l'enjeu relève cette question. À qui la faute ? C'est une sorte de partie de ping-pong interminable. Qui sont les plus responsables ? Les parents ? Les enfants ? Les enseignants ? Ce flou est entretenu, selon nous, par une méconnaissance du sujet de la part de tout le monde. Et donc nous avons décidé d'informer. Et pour informer, il faut captiver. Donc, pour parler à cette cible, nous avons adapté nos lignes éditoriales. Nous avons pris le parti de publier du contenu exclusivement vidéo et audio, car à ces âges, il est très facile de perdre l'attention. Nos formats sont donc dynamiques, et le ton qui est employé reprend les codes de langage de cette génération. Je vous laisse juger par vous-même, nos lignes éditoriales se résument en ces termes. Je fais repérage de thugs sur les réseaux, ton nouveau bendo. Mais le thug, c'est quoi ? C'est un mot souvent employé par cette génération qui définit le méchant, le rebelle, en l'occurrence celui qui se comporte mal sur les réseaux. Cette ligne éditoriale, elle est fondée sur la méthode de production de nos sujets. Nous avons analysé les différents réseaux sociaux fréquentés par les collégiens. Nous avons observé ce qui se disait aussi en ciblant notamment les commentaires haineux. Alors les réseaux sociaux, ce sont notamment Instagram, Snapchat et TikTok. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux que nous avons analysés. Nous sommes partis sur le terrain, à la rencontre des collégiens. Certains d'entre nous sont partis dans des classes de 3e et de 5e au collège Saint-Martin, où on distribuait plus de 480 questionnaires dans un collège de La Flèche. D'autres ont recueilli les témoignages de victimes de harcèlement, de jalousie ou de vengeance. Pour résumer, le but a été partir d'études, de chiffres, pour ensuite repérer les comportements en faisant de la veille sur les réseaux. Puis enfin, vérifier nos infos, en allant sur le terrain, à la rencontre des collégiens, voir si tout cela était vrai, voir s'ils en avaient conscience. Alors, après ces recherches, le groupe a pu définir différents types de méchanceté. Nous avons choisi d'établir 6 profils de méchants. Alors, on a le moqueur, le vengeur, le jaloux, le manipulateur, l'agressif et enfin le gentil. Oui, car les gentils aussi peuvent avoir un comportement qui se veut méchant sur les réseaux sociaux. En faisant bonne figure et parfois en évitant de réagir pour garder un lien d'amitié, le gentil surfuse le bon comportement, celui d'agir, de commenter et parfois même de signaler. Nous avons conscience qu'il serait trop violent d'associer un profil à un utilisateur.
Comment notre média pourrait dire à un collégien qui se rend sur notre site « Toi, tu es moqueur, agressif ou gentil ». Cela est impossible. Donc, pour rester ludique et interactif, nous avons choisi de mettre en place une roue avec les 6 profils. Le hasard vient alors désigner sur quel profil va tomber notre utilisateur. Cela permet aussi que les collégiens se comparent entre eux, du genre « Et toi, tu es tombé sur quel profil ?» et qu'ils échangent à propos de ce qu'ils ont vu. Et cet échange, il continue et il est entretenu sur les réseaux sociaux. Nous avons fait le choix de concentrer notre contenu de publication sur le réseau Instagram, qui est largement le plus utilisé par notre cible. La stratégie n'était pas guidée par l'information, mais par la promotion de notre média. Et à ce titre, nous avons créé du contenu exclusif. Sur Instagram, chaque sous-équipe en charge du profil en a fait la présentation de manière à amener les collégiens sur notre site. Comme vous l'avez vu aussi, un Bitmoji a été créé pour mettre un visuel sur chaque profil. Bendo utilise vraiment Instagram pour son cœur de cible, qui est donc les 11-14 ans. Mais quand vient l'heure de Facebook, c'est une autre cible qui vise à être touchée. L'équipe s'adresse alors aux parents. Nous voulons leur dire que notre média peut être aussi un outil. Nous cherchons à inciter ces parents parfois inconscients des agissements de leurs enfants à les amener sur Bendo. Enfin, nous utilisons Twitter afin de contacter les personnes, des personnalités comme Soprano pour Fragile, ou encore pouvant être tout simplement intéressés par notre média. Nous relayons également de l'information, de la musique, des actions en rapport avec le sujet de la méchanceté sur le web. Il est maintenant temps de vous montrer ce que c'est réellement Bendo en image. Et avant ça, Auguste et moi souhaitons remercier et saluer toute l'équipe Bendo. Le groupe est vraiment fier du résultat final. C'est parti pour le medley. Salut la MIF, je vois que vous êtes bien installés dans l'amphi, ça veut dire que vous êtes prêts pour notre medley. On va vous montrer quelques contenus réalisés par l'équipe. Allez, on tourne la roue et on verra bien sur quel profil on va tomber. Félicitations, t'es le plus gentil du Bendo. Mais prends pas trop vite la confiance, parce que même toi, tu peux être méchant parfois. Déjà, on va mettre les choses au clair. On n'est pas là pour te prendre la tête avec un grand discours, mais on tient à te rappeler qu'être gentil sur les réseaux, c'est avant tout une qualité et pas une attitude de miskin. Et ça, on va te le prouver grâce aux personnages de tes séries préférées. T'as beau les kiffer, c'est pas pour autant qu'ils sont irréprochables, parce qu'en vrai, il n'existe pas de gentils parfaits. Tout comme toi, ces personnages ne sont pas des super-héros. Ils ne peuvent pas défendre tout le monde et tout supporter. Dans les séries, il y a toujours un gentil. Il ne fait pas partie des plus populaires, comme tu l'avais sûrement remarqué. Il est différent des autres, bien souvent amoureux, sensible, généreux. Il est aussi solitaire, influençable et maladroit. Mais par-dessus tout, le gentil répand le bien autour de lui. Alors, ça ne te rappelle pas quelqu'un ? Allez, réfléchis. Clay dans 13 Reasons Why, ou Betty dans Riverdale, 2 incarnations parfaites de la gentillesse. Mais nos deux gueules d'ange sont pourtant loin d'être des bisounours, et tout comme toi, ils ne sont pas toujours gentils. Tu te souviens lorsque Clay veut faire payer au coupable la mort d'Anna et devient incontrôlable ? Souviens-toi quand Anna le repousse lorsqu'ils allaient passer à l'acte, Clay ne réagit pas ? Tu penses que c'est cool ça ? Je le trouve un peu maniaque, il peut être gentil mais je ne sais pas si je l'aurais comme ami. À l'inverse, tu te rappelles du mec grave frais, le beau brun aux yeux bleus dans Casa de Papel ? Denver, ce criminel renommé qui a touché à toutes les drogues. Ce qu'on retient de lui, c'est d'abord ça. Mais c'est surtout ça. Ce qu'on kiffe chez lui, c'est sa folie et sa gentillesse. T'as vu, c'est un personnage à part entière. Même si des fois il fait des actions, ça paraît méchant, en fait, il est hyper gentil en vrai. Avec sa copine, je sais pas comment elle s'appelle, la blonde, Monica. Et la meuf blonde dans Sex Education, celle qui a l'air méchante de base, Maeve, mystérieuse, agressive et voleuse, elle a tout de même un grand cœur. Je sais pas si tu te souviens du passage où elle défend Ruby. Non, c'est ma chatte. Au fond, c'est son côté rebelle qui fait sortir sa gentillesse. C'est une bonne fille, ouais. Parce qu'avec, comment ils s'appellent, Otis là, c'est ça ? Tiens, ils ont une petite complicité, moi j'aime bien. C'est pas une petite saga comme on dit au début, là, une bouffeuse de bite comme ils disent. Et toi t'en penses quoi ? Vrai gentil ou faux méchant ? Et ouais, Bendo fait aussi du repérage de gentils sur les réseaux. Salut la MIF, on va te parler du profil de l'agressif. En gros, on a créé ce profil pour montrer que la vulgarité sur les réseaux sociaux n'est pas toujours bonne à entendre. Mais ça, tu l'as déjà vu. En gros, ce profil, c'est celui d'un mec ou d'une meuf qui se cache derrière un pseudo pour te balancer des trucs et t'enfoncer. Ce genre de personne fait tout pour te faire chier et te laisser penser qu'il te domine en t'insultant. T'as l'impression de connaître ? Alors on va faire tourner la roue du Bendo pour un avant-plus. Ça a commencé au collège, quand ça a commencé en 4e. Je me posais beaucoup de questions sur moi-même et je me suis découvert vraiment de l'attirance pour les filles.
Donc j'ai commencé à m'assumer, quoi. Je l'ai pas crié au-dessus des toits, mais ça commençait à se savoir. Et j'ai commencé à subir des agressions verbales. Ensuite, sur Facebook aussi, je me connectais le soir. J'ai commencé à avoir beaucoup de messages haineux de personnes que je connaissais même pas de mon collège. C'était des messages haineux, tire au diable, crève, va te pendre, ça fera du bien, connasse. Je me disais, bon, je vais les bloquer, les messages qui me plaisent pas, voilà, je bloque les personnes. Mais après, j'ai vu que c'était pas si simple que ça, parce que, en fin de compte, il y a des personnes, je pense, qui ont créé des faux comptes pour m'envoyer des messages haineux pour continuer. C'était tout le temps, enfin. Donc ça a commencé à vraiment avoir une influence sur mon mental, quoi. J'étais vraiment mal dans ma peau. À ce moment-là, j'allais plus au collège, j'avais peur. Des regards, on me regardait de haut en bas, on me reniait un peu. Je commençais à croire à ce qu'on me disait, que j'étais malade, que c'était pas normal, que fallait que je crève. Donc là, je suis rentrée vraiment dans une phase de dépression assez profonde. Sur la consommation de joints, de tabac, d'alcool, ça m'enfonçait encore plus. Sur le coup, j'avais vraiment l'impression que j'étais mieux. Mais la redescente, ça allait pas du tout, c'était n'importe quoi. J'ai trouvé 2 filles qui étaient aussi enfoncées que moi finalement, pas pour les mêmes raisons, mais on s'influençait toutes les 3 parce qu'on était toutes les 3 très mal dans notre peau. Je plongeais. Du coup, suite à cette dépression, j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Je prenais des médicaments avec de l'alcool. J'étais transférée en psychiatrie. Après, j'étais en pédiatrie. Je suis restée 1 mois et demi là-bas, avec des médicaments, des perfusions. Là, j'en prends encore aujourd'hui. Des médicaments, c'est des antidépresseurs. Quand j'ai rencontré Inès, là, une fille elle était anorexique. Et elle a vraiment changé beaucoup de choses. On parlait, elle, de sa maladie et moi de ma maladie, la dépression. Souvent, on pense qu'un mot, c'est pas grand-chose, mais ça peut blesser, quoi. On sait pas ce que la personne vit, on sait pas ses antécédents, et faut vraiment réfléchir. Hey, salut la MIF. Je vais te parler en 2 speed du manipulateur. On a créé ce profil pour te montrer que la manipulation n'est pas toujours menée par une seule personne. Et à mon avis, tu l'as déjà remarqué. Ce profil est celui d'un mec ou d'une meuf plutôt populaire, que t'as forcément dans ta classe. Un leader qui mène le groupe. C'est le genre de personne qui attire ses photos pour faire du mal à une autre personne, souvent isolée. T'as l'impression de connaître, pas sûr. Tu veux en savoir plus? Alors va faire tourner la roue du bendo pour en apprendre plus sur ce profil. Bon allez, je te laisse, je retourne faire mon repérage de texte sur les réseaux. Salut la MIF, la manipulation, tu connais? T'as vu des séries, des films, tu te crois loin de tout ça. Juste les autres, tu te dis. Alors enfonce-moi bien ces écouteurs dans tes oreilles et écoute cette histoire. La team Bendo a rencontré Cécile, 20 ans. Elle a été harcelée et manipulée sur les réseaux sociaux. On l'a interrogée sur son histoire. Ça a commencé en 3e. Un mec s'est mis à l'insulter, sans raison. Sale pute. Tout le monde a suivi. Arrête-toi, Le truc, c'est qu'ils étaient 15. Dur, hein, mais c'est que le début. Après, ça s'est propagé sur les réseaux et en 2-3 clics, c'était parti. Elle avait Facebook, Instagram, Snapchat et ça l'a pas aidé. Tous ces réseaux ont permis aux autres élèves de la poursuivre, même en dehors de l'école. Les harceleurs sont même allés pirater ses comptes pour fouiller et stalker ce qu'elle faisait. Pour ces darons, c'était fini les réseaux sociaux et normal, ils ont découvert les messages de haine. Et ça continue, le harcèlement est devenu physique, même au collège. À force de lire les DM qu'elle recevait, c'est devenu normal pour elle de se faire insulter. Mais quand le harcèlement est devenu physique, tout a changé. Cécile nous balance qu'un mec dit populaire a commencé ce mouvement de haine avant de convaincre les autres de le suivre. Ce mec a joué sur les liens d'amitié qu'il avait avec eux pour les entraîner avec lui. Le groupe suit le leader. Pour Cécile, c'est un cercle vicieux que de suivre et de dire du mal d'une personne juste pour être aimé des autres. Alors tu suis ton pote dans ses délires pour te la jouer cool, sans te soucier des conséquences. Fais gaffe, Bendo fait du repérage de thugs sur les réseaux. Ah bah c'est lui qui a commencé. Et après il a tous ses potes, enfin il avait une bonne réputation parce que maintenant pour se faire des amis, il faut avoir plein d'amis. Si on n'a pas plein d'amis, ça va pas, il y a un truc qui cloche. Enfin lui du coup il s'est fait plein d'amis et après bah là... Je suis au calme dans mon bendo. Je fais repérage de texte sur les réseaux. J'ai vu des photos. C'est quoi ces commentaires de gros charros? T'es qu'un blaireau qui se cache sous un pseudo. Faire le malin tu connais, mais
si on te connaît pas, le bendo est féroce. Ça galère, je vais sur les réseaux, je mate tes stories, j'ai comme un goût amer. Les types collectionnent les flammes sur Snapchat, le news n'est pas éphémère. En anonyme, tu fais le mec déter. Je suis devant toi, mec, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis pas marabout, je m'en bats les yeux coups et t'aimes insulter des mères. Oh, j'ai mené mon enquête, tous les jours tu rages, je te dis demain t'arrêtes. On a capté le délire, t'es pas un bandit, t'es qu'une sale gamine. Juste un truc, je m'en fous, j'ai un truc. Juste au cas où j'ai plus le micro dans la soirée, je souhaite un joyeux anniversaire à mon papa qui est dans la salle. Un grand sourire. 1, 2. Autre moment, stop. Rajoute-en pas. Chantez Beyoncé si vous voulez. Là. J'avais fait putain. Ok. Ça marche là? Ouais. Bonsoir à tous. Pas si fort, moins fort. Ok. Comme ça va? Cher public, la majorité d'entre vous partira à la recherche de son premier emploi dans les années, voire dans les mois à venir. Pour la minorité restante, il est fort probable que vous ayez déjà connu cette période à la fois stressante et excitante qui suit la fin de vos études. Plein d'espoir, vous démultipliez les distributions de CV à la recherche peut-être du job de vos rêves. Mais parfois, l'épreuve de l'entretien d'embauche devient un obstacle infranchissable. 1, 2, puis 3 entretiens peu concluants. Vicieuse, la spirale s'enclenche et votre fierté s'effrite. La boule au ventre, vous n'arrivez plus à arriver sereinement face au recruteur. Qu'est-ce qui cloche? Le costume? Non, ça ne marche pas. Le CV catchy? Ça sert à rien. La tenue working girl? Non, trop old school. Votre souci? Vous n'avez pas les codes. Malgré tout, vous réussissez par rentrer dans une entreprise qui vous aime comme vous êtes. Mais ça ne va toujours pas. Vous ne vous sentez pas accepté dans l'entreprise, comme si l'équipe ne vous avait pas accepté. Pourtant, vous avez tout essayé. Manger tous les jours à la cantine. Participer au pause café et au potin. Sans en abuser. Lécher les bottes du patron. Ramener le petit déjeuner tous les mercredis. Votre souci? Vous n'avez toujours pas les codes. Les entreprises d'aujourd'hui, plus qu'un lieu de travail, sont devenues de véritables lieux de vie pour beaucoup. Elles développent une culture et des valeurs très fortes qu'il faut intégrer pour les comprendre. Et c'est là que nous intervenons. Selon France Stratégie, en France, chaque année, 120 000 personnes découvrent le marché du travail. Nous les appelons les primo-arrivants. C'est de cette réalité qu'est né un nouveau média. Le masque de l'emploi. Sans expérience professionnelle, un demandeur d'emploi peut facilement se retrouver perdu s'il ne détient pas les codes qui englobent le secteur ou l'entreprise qui l'intègre. Vous l'aurez compris, notre objectif est de vous accompagner dans vos débuts professionnels. Aujourd'hui, avoir la formation et les qualités ne sont plus assez suffisants pour réussir un entretien. Comprendre et connaître l'entreprise et le secteur où l'on postule, c'est déjà prendre un grand temps d'avance sur tous les autres candidats. C'est alors en alliant l'information, l'analyse des entreprises d'aujourd'hui, mais également leur méthode de recrutement, que nous avons créé notre nouveau projet, toujours guidé par une même ligne éditoriale définie par mieux appréhender son arrivée dans le monde du travail à travers l'étude des codes des entreprises. Ainsi, depuis janvier, nous sommes 20 étudiants à travailler sur un nouveau projet, à travailler sur le masque de l'emploi, justement, et la création de son site. Comme vous le savez, tout média et tout site a besoin d'une identité visuelle. C'est pourquoi nous avons créé un logo. D'abord, le masque, qui rappelle l'univers des super-héros. Fun, énergique, au service des autres. Ensuite, la cravate, un élément que l'on identifie volontiers au monde du travail. C'est sur cette dualité que nous avons voulu jouer à travers notre logo, puisqu'elle correspond parfaitement à notre cible, jeunes et à la recherche d'un emploi. À travers un site internet simple d'utilisation et accessible à tous, nous avons créé un pure player, le masque de l'emploi, destiné aux primo-arrivants sur le marché du travail, mais aussi à toutes les personnes souhaitant réintégrer ce marché. C'est sur cette plateforme que nous avons décidé de publier tous nos articles au contenu et au format riche et diversifié.
Mais quel format exactement? Nous en parlerons plus longuement dans quelques instants, mais sachez qu'aujourd'hui, on comptabilise 14 contenus avec des infographies, Des vidéos, des témoignages audio, des reportages. mais également des articles écrits. Nos contenus ne sont pas que des formats, ils sont aussi le fruit d'un travail d'enquête et de terrain auprès de professionnels et de spécialistes. En effet, nos rédacteurs sont allés à la rencontre de patrons, de DRH, de sociologues, de jeunes diplômés et même d'étudiants pour mieux vous informer. Évidemment, il a fallu organiser notre média. Nous l'avons alors divisé en 3 rubriques qui reprennent la thématique du masque. Quelles sont les nouvelles formes de recrutement? Comment donner envie aux recruteurs de me faire confiance? La première rubrique, intitulée « Créer son masque », est là pour vous accompagner dans la préparation à l'entretien d'embauche. La deuxième rubrique, Mettre son masque, répondra à toutes vos questions sur le marché du travail et sur vos premiers pas en entreprise. Elle vous aidera et vous accompagnera dans vos débuts dans la vie professionnelle. Face à d'aussi grands obstacles, quoi de mieux que de grands exemples? Pour la dernière rubrique, Les grands masques, nous présentons une série de portraits de professionnels au parcours inspirant et créatif qui nous racontent leur vécu tout en mettant en avant les codes des entreprises qu'ils ont dû apprendre lors de leur entrée dans le monde du travail. Bien sûr, comme dit un de nos encadrants qui se reconnaîtra sûrement, vous pouvez faire un travail qui vaut le prix Pulitzer, s'il n'y a que votre grand-mère et vous qui le lisez, ça sert à rien. Un petit indice, il a une casquette bleue. Nous avons un site agréable, un contenu de qualité. Maintenant, il faut le promouvoir pour qu'il soit lu. Or, vous le savez tous, pour en toucher un public jeune, les réseaux sociaux sont inévitables. Nous devons d'y être présents avec 2 objectifs. Celui d'être suivi par notre cible, mais également par les professionnels et structures spécialistes du recrutement et des ressources humaines. Ainsi, le masque de l'emploi s'est déployé sur 3 réseaux, LinkedIn, Twitter et Facebook. LinkedIn, car vous le savez tous, c'est là où se trouvent la plupart des professionnels et ça permet à notre média de garder une certaine crédibilité. C'est dans cette lignée que s'inscrit notre présence sur Twitter. Que vous travaillez dans la communication, dans le recrutement ou surtout dans le journalisme, Twitter est devenu un outil indispensable pour faire de la veille. Et c'est grâce à Twitter que nous avons pu rassembler sur notre compte plusieurs dizaines de professionnels. Facebook, certains dans cette salle ici nous diront que c'est un réseau mort. Mais qu'on le veuille ou non, il est encore très présent chez les étudiants. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez lever la main si vous avez encore Facebook et vous l'utilisez? Voilà. C'est pour ça que nous avons considéré Facebook comme notre outil de communication principal. Facebook nous a d'ailleurs permis de mettre en place un autre outil d'interaction, le chatbot Masky. Notre chatbot Masky envoie 3 articles tous les 2 jours à tous nos abonnés, par Messenger. Voilà, c'est grâce à tous ces réseaux que nous avons réussi à comptabiliser aujourd'hui 3600 visiteurs en un mois. Le masque de l'emploi, au final, c'est tout ça. 20 étudiants, 14 contenus, 60 interviews, et au final, un média. Bon, on a assez parlé, je pense. Il est temps de vous montrer plus concrètement nos contenus. Comme vous ne voulez pas vous endormir, on vous a concocté une petite vidéo, et elle commence. Vous vous êtes déjà senti mal à l'aise lors d'un entretien d'embauche? Vous vous êtes déjà senti jugé par le recruteur? Si ce sentiment vous est familier, sachez que vous faites peut-être partie des sales gueules et que vous n'êtes pas seul. Dans cet article, ou plutôt dans cette infographie, vous y retrouverez 2 parties. Dans la première, nous évoquons la tyrannie de l'apparence, et dans la seconde, la principale conséquence qui en découle, la discrimination physique. Et qui de mieux pour parler de la tyrannie de la beauté que le sociologue Jean-François Amadieu, qui a écrit un bouquin sur le sujet nommé « Le poids des apparences ». Il nous apporte des détails et des précisions sur ce concept où l'apparence physique joue le rôle principal. Nous avons aussi décidé d'interviewer la doctorante Oumaya Idrineis, qui a effectué sa thèse sur le sujet. Elle permet de nous apporter des éléments chiffrés et réglementaires et fait une conclusion plus qu'alarmante sur l'apparence physique lors du recrutement. Pour illustrer et incarner nos propos, vous pouvez retrouver à la fin de l'article le témoignage de Romane, Léa et Marie. 3 jeunes filles, 3 profils, 3 entreprises et surtout beaucoup de révélations sur le secteur de la vente et de l'hôtessariat où le physique prône. Il n'y a pas que la sale gueule qui est discriminant lors d'un entretien d'embauche. Habitué des jeans troués et des pantalons cargo, vous pestez contre le traditionnel costard-cravate et vous vous demandez si votre style sera approprié lors d'un entretien d'embauche ou une vie en entreprise. Le masque de l'emploi s'est penché sur cette question et est allé à la rencontre des professionnels pour leur demander:
Il suffit d'une recherche simple sur internet pour se rendre compte à quel point la question des codes vestimentaires en entreprise est importante et pose problème aux primo-arrivants sur le marché du travail. Cet article évoque de manière vulgarisée les codes du travail ainsi que les lois sur les tenues vestimentaires. Nous avons également interviewé des professionnels de différents milieux d'activité. Avocats, directeurs d'agences bancaires mais aussi spécialisés de la tech, ces professionnels ont bien voulu répondre à nos questions. Ils ont ainsi évoqué plusieurs notions comme celle de la relation avec le client et de confiance à son égard. On a également parlé avec eux de la différence d'exigence entre un homme et une femme. Tout compte fait, cet article va vous renseigner et vous donner les clés pour ne pas vous louper dans votre choix vestimentaire avant votre entretien et durant vos premiers jours en entreprise. Alors n'attendez plus et gardez ces atouts dans votre manche. Le but de notre article, vous aider à résoudre l'algorithme de l'emploi. Chatbot, robot recruteur et recrutement prédictif. Ces nouvelles méthodes, encore peu connues des candidats, trouvent aujourd'hui leur place dans les stratégies de recrutement des entreprises. Dans notre article, vous retrouvez 3 vidéos de motion design qui vous détaillent le fonctionnement précis de chaque outil. Pour vous délivrer les meilleurs conseils, nous sommes allés enquêter sur le terrain. Nous avons testé les chatbots, nous avons effectué des tests de personnalité, mais surtout nous sommes allés enquêter sur le terrain avec l'opinion de professionnels spécialisés dans le domaine. Un conseil, si vous voulez décrocher l'emploi de vos rêves, retenez bien nos recommandations. Elles pourraient s'avérer être de véritables alliés. Perspicace, motivé, optimiste et perfectionniste, tant de mots que vous sortez systématiquement en entretien, souvent sans réfléchir. Cependant, est-ce bien la vérité? Cela vous représente-t-il réellement? Il est dit que 80% des candidats à un entretien d'embauche mentent. Mais déjà, c'est quoi mentir? Déformer ses compétences, bonifier ses expériences, s'inventer des formations, tant de points sur lesquels il est si tentant de se mettre en avant. Pourtant, les recruteurs ne sont pas dupes, et ils mettent au point tous les jours de nouvelles techniques pour percer à jour ces mensonges. Tenez, par exemple, la PNL, vous connaissez? Cette technique qui analyse vos dires et gestes afin de déceler le mensonge. Bref, tout cela pour dire que vous n'êtes pas à l'abri. Retrouvez tous nos conseils sur le masquedelemploi.fr. Maintenant que vous êtes prêt pour votre entretien, il est temps de sauter le pas. Pour beaucoup, la première expérience professionnelle se fait souvent dans la restauration rapide. C'est pour ça que nous sommes allés interroger Clément Gentil, désormais doctorant, mais qui a tout de même 6 années d'expérience dans les différents fast-foods. On a parlé avec lui de son parcours, de comment il a réussi à s'imposer dans le milieu et de ce que les différents recruteurs recherchent dans cette industrie. Ce témoignage écrit vous permettra de vous préparer au mieux à votre arrivée dans le monde du travail. Prise d'initiative, motivation et expérience seront les clés de votre réussite. Mieux qu'un fast-food pour vous redonner le sourire, les Chief Happiness Officers sont vos nouveaux antidépresseurs. Grâce au masque de l'emploi, découvrez ce nouveau métier dédié à votre bien-être en entreprise, entre passion, clichés et critiques. Dans notre article, 3 CHO, 3 visions différentes du bonheur en entreprise, un format innovant et de nombreuses recherches effectuées pour vous faire découvrir cette nouvelle tendance managériale. Vous pourrez également y lire les analyses critiques de Danielle Linhart, chercheuse au CNRS, et de Harley Hochschild, professeur à l'université de Berkeley en Californie. Alors n'hésitez plus pour découvrir notre article qui vous fera réfléchir sur la place des émotions au sein de l'entreprise. Quand on est étudiant, on s'imagine notre premier emploi d'une certaine façon. Mais est-ce que cette représentation correspond vraiment à la réalité? C'est sur cette question qu'on s'est focalisé dans notre reportage. On a recueilli l'avis d'une dizaine d'étudiants spécialisés dans le domaine de l'informatique. Notre objectif, déconstruire ou confirmer les idéaux des candidats sur leur premier emploi. Pour ça, on est allé interviewer 2 jeunes développeurs qui vont nous raconter leurs premières expériences professionnelles. Venez les découvrir. En parlant de métier idéal, n'avez-vous jamais rêvé d'intégrer un milieu professionnel très sélectif? Nous avons donc décidé d'interviewer pour vous Victor Pogrel, jeune modéliste de 21 ans travaillant chez Christian Dior. Nous avons également pris l'initiative de présenter son parcours sous la forme d'un Draw My Life que nous avons intitulé Draw My Job. Nous nous sommes focalisés sur une personne de ce milieu, puisque comme il a été évoqué précédemment, c'est un milieu très sélectif. Et les personnes l'ayant intégré ont généralement en amont, voire actuellement, un parcours très atypique. À travers son Draw My Job, Victor nous explique par quoi il a dû passer pour être recruté, les qualités requises afin d'intégrer ce milieu, les concessions à faire, les codes à adopter. Il nous fait volontairement découvrir son monde, à nous, acteurs extérieurs, n'ayant aucune connaissance précise de ce milieu. Et enfin, pour le choix de la forme, un Draw My Life, c'est original, c'est créatif, c'est dynamique. Et puisque la mode, c'est de l'art, nous nous sommes dit que ça concordait bien.
Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Comme la plupart d'entre vous le savent, Angers est une ville où il fait bon vivre. Mais c'est aussi une ville culturelle. C'est une ville pleine de surprises. Une ville où on sait faire la fête. Une ville étudiante, pleine de dynamisme. Mais avant tout, une ville sportive. Exactement. C'est même la ville la plus sportive de France, avec pas moins de 260 associations qui représentent 90 disciplines sportives différentes. Chaque Angevin a un large choix de sports qu'il peut pratiquer, selon ses goûts, selon son âge, selon son niveau aussi. Angers a l'habitude d'organiser des événements sportifs. Elle a vu naître des grands champions qui ont souvent porté le maillot de l'équipe de France. Et cette sportivité, elle s'illustre à bien des niveaux. Et la dernière récompense qu'a eu Angers pour son mérite sportif, on va dire, c'est les 4 lauriers du label Ville Active et Sportive que lui a décerné l'an passé le ministère des Sports. Et ces lauriers ne sont pas seulement la victoire de ces clubs et de ces sportifs. C'est aussi la... C'est quoi aussi quoi C'est aussi la victoire d'associations qui ont su aider les sportifs à se dépasser et aussi à nourrir cet état d'esprit sportif. Bref, vous l'aurez compris, Angers est une ville qui vit au rythme du sport. Et c'est dans ce contexte qu'il y a quelques temps maintenant, une association est née. Une association tout à fait unique en son genre, qui n'existe nulle part ailleurs qu'à Angers en France. Laissez-nous vous raconter son histoire. Notre petite histoire débute il y a maintenant 7 ans, quand 2 compères réunis par la passion du football décidèrent de se lancer dans un projet tout à fait inédit. Ces 2 compères s'appellent Charles et Olivier. Ensemble, ils avaient pour habitude de jouer au football, réunis sous les couleurs d'Angesco. Un soir de match particulièrement difficile à Ajaccio, quand l'équipe venait d'arracher le match nul dans les derniers instants, Olivier rentra au vestiaire et cria « On a la dalle angevine ». Sans le savoir, à cet instant, Olivier venait d'inventer une expression. De retour sur les terres angevines, le duo et même ses joueurs continuèrent d'utiliser cette expression, à tel point qu'elle est maintenant inscrite dans les couloirs du stade de Raymond Coppa. Mais il y a eu des petits jaloux tout de même. Mais les autres sportifs angevins décidèrent eux aussi de vouloir utiliser cette expression, que ce soit des nageurs, des hockeyeurs, des pongistes et des athlètes, bref, tous déclarèrent aussi avoir la dalle. Et bientôt, le phénomène de la dalle angevine dépassait les simples limites du football et s'étendait. Ça devenait un véritable slogan de ralliement pour l'ensemble des sportifs angevins. Sur les réseaux sociaux, les allusions à la dalle se multipliaient. Les sportifs pros, comme les sportifs amateurs, mais aussi les supporters, se mettaient à citer la dalle et l'incarnaient pour la faire devenir de plus en plus grande dans la ville qu'est Angers. Une fois leur carrière terminée, Charles et Olivier décidèrent de s'unir pour créer l'association La Dalle Angevine. L'idée était de donner de la visibilité à l'ensemble des sportifs angevins et de créer une bannière sous laquelle ils pourraient se réunir, quelle que soit leur pratique. Car la dalle, ce n'est pas qu'une association, c'est avant tout un véritable état d'esprit. Avoir la dalle, c'est se battre jusqu'au bout, c'est se relever quand c'est difficile. La dalle, c'est le courage et c'est la persévérance. Cet état d'esprit est nourri par de nombreuses valeurs sportives, notamment comme le respect de l'adversaire, l'humilité, mais surtout l'entraide. Pour l'association, c'est l'entraide qui est très importante. Chaque année, 3 sportifs sont choisis et se voient offrir une aide médiatique et financière afin qu'ils puissent atteindre leur objectif et même voir leur rêve olympique. Et au-delà de cette association, la Dalle Angevine, c'est aussi un petit média en ligne. Sur le site, chaque semaine, vous pouvez retrouver une sélection de plusieurs événements sportifs qui ont lieu le week-end sur Angers. Vous avez également plusieurs articles, alors la plupart sont des contenus écrits, mais vous avez une belle diversité avec des interviews, des portraits, des comptes rendus et puis aussi quelques albums photos. Néanmoins, ces derniers temps, la Dalle Angevine, comme beaucoup d'autres médias en France, devait se renouveler, devait trouver de nouveaux contenus afin de continuer à capter son auditoire. Et pour les aider dans cette mission, Charles et Olivier décidèrent de lancer un appel à l'aide. Et évidemment, c'est qui a... Qui a répondu? C'est nous. Et du coup, c'est je... Donc une petite troupe d'une vingtaine d'étudiants, on a répondu tous ensemble volontiers à cet appel. Et donc la Dalle nous a donné une seule mission, parler autrement du sport à Angers. Pour ça, on avait juste une seule contrainte, c'était d'aborder obligatoirement 5 sujets bien particuliers qui tenaient à cœur à la Dalle. Sur le reste, sur la forme, on avait carte blanche, du moment qu'on restait dans le cadre des valeurs chères aux créateurs de la Dalle. Alors notre fine équipe s'est lancée dans sa mission et pour bien respecter l'univers de la Dalle Angevine, nous devions mieux la connaître. Il nous fallait donc nous réunir sous une seule et unique ligne éditoriale.
La Dalle Angevine, son premier but, c'est avant tout de promouvoir les sportifs angevins, et pas forcément les sportifs professionnels. Il ne faut pas oublier les amateurs. Donc quand on parle sur la Dalle, on ne doit pas parler obligatoirement de performance. Par contre, on doit être habité par cette envie de faire découvrir un sport, ou du moins un aspect particulier d'un sport. La Dalle Angevine est une association qui s'adresse aux sportifs angevins avant tout. Elle doit donc adopter un langage aguerri vis-à-vis du monde du sport. Des termes techniques sont employés et expliqués, et un regard d'expert doit être apporté. Enfin, sur le ton employé, l'auteur de la production doit garder une certaine distance avec son public, une distance respectueuse, on va dire, et doit laisser un certain temps de parole aux sportifs. Ensuite, sur les réseaux sociaux, en revanche, on peut utiliser, comme sur beaucoup d'autres médias également, un ton un peu plus libre, un peu plus convivial. L'aspect communautaire de la Dalle Angevine nous a donc poussé à la ligne éditoriale suivante: réunir autour du sport et de ses valeurs. Cette ligne conserve l'idée d'entraide et de réunion qui sont chères à l'association. C'est pourquoi elle nous semblait adaptée. Une fois cette ligne éditoriale établie, on a pu commencer à se pencher sur nos contenus et donc étudier les 5 sujets que la Dalle nous avait demandé d'aborder. Les 5 sujets sont les suivants: la patinoire du Haras racontée par ses acteurs, la reconversion, le traitement du sport dans les médias, la préparation et la récupération à haut niveau, et enfin l'éducation et le sport. Je vais maintenant vous laisser avec l'ensemble de notre équipe qui va essayer de vous expliquer plus clairement ce qu'ils ont fait durant ces derniers mois. Comme la patinoire du Haras va fermer cette année, la Dalle Angevine nous a demandé de faire un sujet à propos. C'était l'occasion de revenir sur les 37 années d'histoire et de bien marquer la fin d'une époque. Pour nous, c'était intéressant de laisser la parole à ceux qui ont vécu la patinoire. On est donc allé là-bas pour découvrir son environnement et on a rencontré des personnes qui avaient des tas de choses à raconter. Des personnes qui connaissaient bien la patinoire, qui l'avaient investie durant toutes ces années. Des personnes qui nous racontaient leur façon de voir le Haras avec leurs anecdotes et leurs souvenirs. On a pu discuter avec des hockeyeurs, des patineurs, des agents d'entretien ou des animateurs. Chacun avait sa vision de la patinoire et c'est ça qu'on voulait raconter. Toutes ces discussions, on a décidé de vous les raconter dans une mini-série qu'on a appelée le 360. Pour la première saison, qui porte sur le Haras, on a tourné 6 épisodes. Tous les mercredis, pendant 6 semaines, un nouvel épisode sortait sur le site de la Dalle. Chacun des acteurs que l'on a rencontrés racontait sa patinoire, ses souvenirs et ce qu'il retiendra d'elle. Avec le 360, on espère que la patinoire du Haras ne sera pas oubliée trop vite et restera un lieu atypique dans la mémoire de tous les Angevins. En plus de notre mini-série, la Dalle demandait de livrer un portfolio retraçant en images l'histoire du Haras. On a donc fait des recherches aux archives afin de retrouver des photos, des articles qui pouvaient montrer l'évolution du lieu. Avec tout ça, on a monté une timeline. Vous pouvez y découvrir les images du lieu avant la construction de la patinoire, mais aussi quelques infos sur le chantier. Bref, l'idée, c'était de nous plonger dans l'histoire du lieu. Notre sujet, ça portait sur le sport et les médias. Pour trouver notre angle, on s'est mis à la place d'un féru de presse sportive. Quand je veux avoir le résultat d'un match de mon équipe de basket ou bien de foot préférée, de manière instantanée, en allant simplement sur Twitter, pourquoi allumer la télé et attendre que les chaînes en parlent? Pourquoi attendre d'acheter le journal du lendemain matin alors que j'ai déjà tout sur Internet? Grâce aux informations qu'on a collectées lors de nos discussions avec des journalistes sportifs, on a décidé de nous intéresser aux évolutions du journalisme sportif, de l'impact d'Internet et des réseaux sociaux sur les médias sportifs. Notre série de 3 articles que l'on a appelé « Le journalisme sportif est-il encore utile ?» a un titre volontairement provocateur, puisque certains interviewés soulèvent des problèmes dans les pratiques, notamment dans l'instantanéité. Notre premier épisode, qu'on a appelé « La course à l'information », retrace les enjeux des journalistes sportifs à être le plus rapide dans l'acquisition de l'information. On a décrit ça comme un phénomène ancien, qui existait déjà avec la radio et la télé. Mais dès que le web est arrivé, ça s'est accentué. Dans notre second épisode, les médias traditionnels, l'heure de se réinventer, on a essayé de voir comment, dans un milieu de plus en plus concurrentiel, un journal ou une chaîne allait se différencier des autres de manière à pouvoir proposer une information de qualité en réponse à la montée d'une instantanéité de l'information toujours plus pesante. Ça peut se manifester sous plein de formes.
l'analyse sportive propre, un présentateur vedette ou un format d'article innovant. Et enfin, notre troisième épisode, Nouveaux médias entre concurrence et complémentarité, remet en question la relation entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Pour réaliser au mieux cette série, on a pris contact avec des profils assez hétérogènes du monde médiatique. On a eu des discussions avec des journalistes en juin, des journalistes nationaux, de presse écrite et de radio, des créateurs de médias en ligne et même un sociologue des médias. Le sujet que nous avons choisi est celui de la reconversion. Nous avons décidé d'angler notre sujet sur l'accompagnement à la reconversion. Nous avons pensé qu'il était important de parler de cet accompagnement parce que beaucoup de sportifs en reconversion cherchent 1. à se faire aider et 2. ne savent pas toutes les opportunités qui s'offrent à eux. L'audience que nous avons cherché à toucher sont surtout les sportifs de haut niveau, des jeunes en pleine carrière et qui souhaitent anticiper leur reconversion, des clubs ainsi que les écoles qui possèdent une filière sportive. Nous avons choisi de traiter ce sujet sous une nouvelle forme qui est celle du scrollytelling, avec un mix de vidéos, podcasts et des articles. Nous avons choisi le scrollytelling car c'est ce qui nous semblait être le format le plus dynamique et complet possible pour permettre aux lecteurs de se projeter plus facilement au sein de notre sujet. Ensuite, nous avons mis en place une stratégie d'enquête. Nous nous sommes d'abord réunis afin de nous renseigner sur le phénomène de la reconversion qui peut parfois faire peur aux sportifs. Suite à toutes ces prises d'informations, nous avons eu de la matière pour pouvoir réaliser nos interviews. On a donc réfléchi aux différentes questions que l'on pourrait poser aux sportifs et personnes qualifiées dans ce domaine pour savoir comment eux ont perçu la reconversion, comment ont-ils été aidés et quelles solutions leur a-t-on proposé. Nous avons décidé d'interroger d'anciens sportifs pour avoir leur ressenti car ce sont eux les principaux concernés. Enfin, nous avons compris, grâce à nos recherches, que des psychologues ainsi que des instituts, parfois même présents au sein d'un club, permettent un accompagnement à la reconversion pour les sportifs de haut niveau. Après 6 mois de travail acharné, de brainstorming intensif, de rencontres diverses et variées, notre équipe a travaillé dur pour créer un reportage inédit. Choix de l'angle, contact des professionnels, puis captation de vidéos et montage, rien n'a été laissé au hasard. On a créé l'émission En coulisses pour faire découvrir les secrets du sport de haut niveau. On a pris la décision de traiter le sujet de la préparation et de la récupération sous l'angle économique. Notre volonté principale pour traiter ce sujet était de le faire sous forme d'enquête d'investigation. Le format type reportage nous paraissait le plus pertinent parce qu'il collait le mieux à notre sujet. L'émission s'adresse aux passionnés de sport, les puristes comme les amateurs, mais aussi toutes les personnes qui s'intéressent à l'univers sportif angevin. Et c'est vrai qu'Angers et ses alentours recèlent de personnes emblématiques du sport de haut niveau. On est donc allé à la rencontre de ces personnages, c'est-à-dire le président du club, des kinésithérapeutes, des préparateurs physiques et mentaux et bien évidemment des sportifs. Chacun d'entre eux nous ont apporté un éclairage intéressant sur les injustices financières de ce milieu si particulier. Notre but à travers ce reportage était de dépoussiérer l'un des sujets les plus tabous dans le sport qui n'est autre que l'argent. Le choix d'un angle économique nous a paru intéressant puisque la plupart des reportages sur le sport de haut niveau sont traités sur l'aspect purement sportif. Au cœur de ce reportage, on s'est efforcé à montrer les inégalités économiques qui existent entre les athlètes et les clubs, selon le niveau, le sexe et le sport pratiqué par l'athlète. On a galéré. On a essuyé pas mal de refus entre les personnes que nous avons rencontrées qui étaient hostiles à nos questions, les problèmes techniques ainsi que les désaccords dans notre groupe. Mais avec de la persévérance et du travail, nous avons réussi à mener ce projet à bout. On espère qu'il y ait une suite à tout ça. En coulisses est une émission naissante qui ne demande qu'à grandir et à révéler de nouveaux secrets du sport. Suite à notre thématique éducation et sport, on a décidé d'étudier les sections sportives scolaires à Angers. Celles-ci sont nombreuses dans les collèges-lycées aux 4 coins de la ville. Entre football, basket, hockey, canoë, natation, nous nous sommes penchés sur 2 sports. Le basket avec des élèves du collège-lycée Montgazon et la natation avec des élèves en seconde au lycée Sainte-Agnès. Sous la forme d'un scrollytelling, on utilise ce long format pour raconter de manière immersive notre histoire. On la raconte de cette façon pour permettre au lecteur de se rendre compte au plus près de ce que vit un élève en section sportive scolaire.
On a rencontré des entraîneurs, des directeurs, des professeurs. Depuis le mois de janvier, tous les lundis après-midi, on a rencontré sur le temps d'une heure d'AP 7 nageurs. On a passé une journée en immersion au collège-lycée Montgazon avec les basketteurs. On est allé plusieurs fois à l'ouverture de la piscine Jean Bouin dès 6h du mat'. À travers ces rencontres, on raconte le quotidien extraordinaire de ces adolescents. On leur donne la parole à travers leur vie à l'école et leur vie à l'entraînement. Ils nous racontent leurs difficultés, mais aussi leurs réussites. On met en avant l'écosystème qui gravite autour de ces élèves avec plusieurs vidéos témoignant de leur expérience, un podcast d'une référente au niveau 3e du collège, des citations d'entraîneurs de natation ou de basket, ou encore un podcast d'une maman d'un nageur. Chaque témoignage était intéressant et c'est ce qu'on a essayé de transmettre dans notre scrolling. On va quand même remercier. On vous remercie tous de nous avoir bien écoutés. On remercie notre équipe d'encadrants, Magali Prodhomme, Laurent Maupoint, Estelle Jolivet. Cécile Guillard aussi qui a été avec nous pour le montage. Merci encore. Et merci aussi à la Dallangine de nous avoir fait confiance. Merci Charles, merci aussi à Olivier. Merci à Florent et Charles Dubré. Et big up à notre équipe quand même. Merci qu'on a fait confiance. Alors, le moment tant attendu et sans doute redouté par tous, c'est les résultats qui vont tomber des deux jurys de l'ancienne promo l'an passé qui a vécu la même expérience que vous, et puis le jury des journalistes professionnels, sachant que Laurent vient de me dire que donc, le vote du public avait combien de voix ? Combien de votes du moins ? 579 votes pour le média Bendo, donc bravo à l'équipe Bendo, bravo. Donc je vais appeler les deux jurys à me rejoindre ici. Ouais, les deux. Et on va peut-être commencer par le jury. Alors Paul, voilà, des anciens étudiants. Ouais, Paul, c'est dur. Ouais. Bah c'est Paul. C'est Paul. Kama, tu m'avais dit Paul. Voilà. Je propose qu'on commence par Charlotte plutôt, voilà. Je pense que je vais parler de la part de tout le monde en vous félicitant tous parce que vraiment vous avez accompli un travail monstrueux et on a tous été très impressionnés par tout ce que vous nous avez présenté ce soir. Donc déjà bravo à vous. On va revenir sur chacune des présentations pour que vous ayez un retour précis de nos retours. Voilà. Voilà, donc on va commencer par match-up. Au niveau du pitch, voilà, très souriant, très agréable, très jovial, donc c'était un très bon point. Voilà, des grands sourires, ça fait plaisir. En termes de contenu, on s'est posé la question notamment sur la cible. J'ai un peu posé la question tout à l'heure, on s'en est reposé aussi dans le jury. Qui ça intéresse réellement ? Est-ce que les utilisateurs de ces réseaux de rencontres ont réellement envie d'aller voir techniquement ce qui se passe dans ces parties de sites de rencontres ? Le travail journalistique, énorme travail journalistique. Quand on s'est baladé sur le site, on était vraiment surpris. Donc c'est une grosse part de travail. C'est vraiment très très bien. Et voilà, très rapidement pour Match-Up. Donc voilà, on va aborder. En tout cas, bravo à vous, Match-Up. Je vais m'adresser à Bendo maintenant. Je sais pas où est l'équipe. Là, ok. Donc pour nous, la cible, elle était très précise et elle a été atteinte en son plein cœur. Ce qui nous a un petit peu manqué, nous, c'est un contenu plus poussé peut-être sur les actions à mener, parce que vous avez fait un constat des problèmes qu'il y avait sur les réseaux, et nous, ce qui nous aurait intéressé, c'était, vous avez fait de la prévention, ça c'est sûr, mais peut-être apporter d'autres solutions, ça nous aurait intéressé en plus. Ensuite,
certains ont émis l'idée, pourquoi pas, ce qui aurait pu être fait, c'est de développer une partie pour les parents, adressée aux parents, en plus de la partie adressée aux enfants. Et votre présentation était vraiment géniale et le design du site nous a tous conquis. Bravo à vous. Alors, le masque dans l'emploi, un medley de vidéos exceptionnelles. Non mais faut le dire. Non, certes, bon, problème technique, ça arrive. Après, c'est pas très normal que ça arrive. Je veux pas faire le méchant, mais c'est pas censé arriver normalement. Après, un travail journalistique énorme aussi. Et je pense que là, ouais, vous êtes aussi dans les tops au niveau des 4 groupes, au niveau du travail journalistique. Vous avez quand même fourni un travail immense et des recherches, des interviews très poussées. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Des beaux contenus aussi vidéo, des enregistrements très bien réalisés, c'est très propre, très pro. Mais voilà, juste bémol, Romain, comme tu l'as sous-entendu, sur le pitch, au niveau des problèmes techniques, ça a un petit peu tiré le truc. Mais sinon, dans l'ensemble, énorme travail et franchement, grosses félicitations. Et finalement, pour la dalle, alors ils sont un peu éparpillés. Ouais, non, c'est bon, ok, tous là. Alors le fond journalistique, le travail a été fourni d'une manière exceptionnelle, bien sûr. Mais nous, après, on a un petit peu du mal à juger parce que c'est un sujet qui revient et qu'il y a des thèmes imposés. Et donc nous, on a un petit peu du mal à se placer par rapport à ça. Je sais pas si tu veux ajouter des choses, Paul. Ouais. En fait, le problème de la dalle par rapport aux autres groupes, c'est que déjà, vous avez une base de site. Vous avez une base où on vous guide. On ne peut pas comparer votre travail avec ceux des autres sur plein de points. Et je pense que ça, vous le savez, je vois que vous acquiescez et vous dites « c'est pas normal !» Et donc du coup, voilà, peut-être que c'est à revoir, peut-être pour l'année prochaine, mais c'est vrai que même l'année dernière, on se l'était dit un petit peu, et même les membres de la DAL se l'étaient dit un petit peu. Je ne sais pas si on peut vous comparer aux autres groupes. En tout cas, le travail journalistique est très bien, et Alex, qui est en école de journalisme, l'a vraiment souligné, c'est un travail énorme. Et voilà... Et du coup, mais c'est vrai qu'on a du mal à vous comparer niveau design parce que vous partez pas de la même échelle comparé aux autres. Mais en tout cas, pareil, gros big up à vous. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de travail. Donc maintenant, on va peut-être laisser la parole au jury. Allez-y. Bon, il me revient de briser ce suspense insoutenable. Donc je me fais le porte-parole de mes confrères et collègues. Donc il y a pour nous un projet qui s'est très nettement dégagé, qui est paru avec une sorte d'évidence, c'est Bando. Voilà. Alors, pourquoi il s'est dégagé ? D'abord parce qu'il y avait un pitch qui était évident, une forme vraiment très aboutie, qui venait servir le fond, un travail graphique vraiment magnifique, et un traitement qui était à la fois intelligent, pertinent, sur des sujets pas faciles, avec de la retenue et beaucoup de maturité. Et c'était pas facile de traiter ce sujet, on aurait pu tomber dans la facilité, vous avez évité la facilité avec beaucoup de sobriété, beaucoup d'élégance, et une économie de moyens, et donc ça, bravo. Et qu'est-ce qui a fait aussi la différence par rapport aux autres projets ? C'est que finalement, vous êtes moins dans le métalangage. Vous avez choisi un sujet et vous y êtes collé, vous êtes allé dedans, quoi, tout de suite. Et donc là, peut-être pour les autres, pour l'avenir, il faut que vous choisissiez, soit vous montrez les coulisses, soit vous êtes dans le travail. Et il ne faut pas trop osciller. Si vous montrez les coulisses, vous les montrez dans les questions, parce que les questions ensuite arrivent, mais allez tout de suite dans le sujet. C'est ça aussi, surtout dans ce monde où il ne faut pas faire de raccourcis, mais où le moyen d'expression par la vidéo, un moyen d'expression qui doit être dynamique, vous ne pouvez pas commenter votre propre travail. Vous devez être directement dans le pitch, dans le travail, et directement dans l'expression de ce que vous voulez dire. Peu de mots, regardez, c'est le plus difficile à faire dans le journalisme. Regardez un dessin de Sampé, par exemple, ou un dessin de Reiser. Ça a l'air de rien, comme ça, ou de Tintin, la ligne claire. Avec 3 lignes, vous avez tout dit. Et donc ça, je trouve que j'ai trouvé beaucoup de maturité dans ce tous d'ailleurs. On
On était d'accord, beaucoup de maturité dans ce projet. Et on s'est dit qu'il pouvait tout à fait passer, par exemple, dans un JT, et que ce n'était pas la peine de l'expliquer parce qu'il s'imposait de lui-même. Donc, encore une fois, bravo, ça n'enlève rien à vos compétiteurs, mais ce soir, vous étiez un petit peu au-dessus. Voilà. Bon, ainsi se clôture notre soirée. Merci à tous d'avoir assisté à ce grand moment. Encore bravo à tous les groupes, à tous les étudiants. Donc on se retrouve. Tu as dit où? Au Be Good. C'est où? Rue de Bressigny, c'est ça? Bon, bah bref, on se retrouve là-bas. Excellente soirée à tous. Merci.